Quelles sont les transformations de l'action collective? Commençons par distinguer action collective, mouvement social et conflit social. Une action collective est la réunion d'individus qui ont un objectif, la défense d'une cause. Une action collective devient un mouvement social à partir du moment où il y a identification d'un adversaire. Enfin, un mouvement social devient un conflit social quand il se traduit par des affrontements entre groupes sociaux ayant des intérêts ou des buts opposés. Ainsi, Alain Touraine définit un mouvement social par 3 caractéristiques. D'abord, un acteur, c'est le principe d'identité. Ensuite, un adversaire, c'est le principe d'opposition. Et enfin, un enjeu, c'est le principe de totalité. Les actions collectives vont alors s'inscrire dans un contexte économique et social particulier. Ainsi, selon Alain Touraine, les actions collectives sont représentatives d'un type de société. Quand la société se transforme, les formes d'action collective vont évoluer. Tilly va montrer que le répertoire d'action collective va aussi se modifier en fonction des sociétés. Toute population a un répertoire limité d'action collective. Les actions collectives sont les moyens d'agir en commun sur la base d'intérêts partagés. Tilly parle alors de répertoire. Les individus ont la liberté de choisir des modalités d'action à l'intérieur de cette série d'actions collectives. Ainsi, selon Tilly, les modalités de l'action collective se modifient en fonction de l'évolution de la société. Pour chaque époque, il va y avoir un modèle dominant, même si les anciennes formes ne disparaissent pas totalement. Les conflits du travail, qui étaient représentatifs des sociétés industrielles, vont alors devenir moins dominants à partir des années 1970. Selon Alain Touraine, dans les sociétés industrielles, les actions collectives portent principalement sur les questions économiques. Ainsi, on est bien dans la logique marxiste. Ces conflits ont alors des caractéristiques particulières. L'objet des conflits, c'est le travail. Les acteurs vont donc être les syndicats de salariés et le patronat. Les revendications, elles, sont matérielles, l'augmentation des salaires, les conditions de travail. Le répertoire est là aussi particulier. C'est ce que nomme Charles Tilly le répertoire national autonome. Il a lieu entre 1850 et les années 1970. Il s'opère au niveau national. Et il y a une autonomie par rapport aux notables. Ce sont des organisations indépendantes comme les syndicats et les associations qui sont à la base de ce mouvement. Dans ce modèle national autonome, les moyens utilisés sont la manifestation, la grève, la pétition. Et la violence est relativement faible, ce ne sont que des échauffourées avec la police. Or, ces conflits du travail paraissent moins nombreux depuis la fin des années 70. En effet, depuis une trentaine d'années, il y a une réduction du nombre de jours de grève et une baisse du taux de syndicalisation. Les conflits autour du travail ne sont donc plus les conflits dominants. Comment expliquer la moindre importance de ces conflits du travail? D'abord, les transformations du marché du travail, l'augmentation du chômage, la précarisation des emplois qui rend difficile les conflits du travail, mais aussi la tertiarisation. La part des ouvriers dans la population a diminué, eux qui étaient fortement syndiqués. Et enfin, l'externalisation, la taille des entreprises diminue. Autre transformation du marché du travail, il y a une nouvelle organisation du travail qui rend la relation salariale beaucoup plus individualisée et qui rend donc moins nécessaire l'appartenance à un collectif du travail. Mais aussi la mondialisation. Il y a une menace de délocalisation en cas de conflit. D'autres déterminants sont liés aux transformations culturelles. C'est le développement de l'individualisme que met en avant le paradoxe d'Olson. En effet, Olson montre que des individus aux intérêts communs, dotés de moyens d'action et conscients de leurs intérêts, ne vont pas se mobiliser. En effet, apparaît le phénomène du passager clandestin. En effet, l'individu va opérer un calcul coût-bénéfice. Il regarde le coût de l'action, la perte de salaire, le temps, avec le bénéfice, c'est-à-dire le succès de l'action. Or, le coût de l'action est individuel,
alors que le bénéfice est collectif. Il va même l'obtenir s'il ne participe pas à l'action. Dans ces conditions, il ne va pas participer à l'action collective. Et tous les individus vont adopter le même phénomène, le même comportement de passagers clandestins. Cependant, on ne peut pas dire que les conflits traditionnels ont totalement disparu. En effet, les revendications restent matérielles. Elles portent toujours sur le salaire et le temps de travail. On peut alors se poser la question, existe-t-il une crise du syndicalisme? En effet, certains éléments paraissent remettre en cause le syndicalisme. D'abord des déterminants conjoncturels. En effet, en période de faible croissance, les entreprises ont peu de richesses supplémentaires à répartir. Et donc, les revendications syndicales vont échouer, ce qui n'incite pas les salariés à se syndiquer. Il y a aussi des déterminants structurels. Le nombre d'ouvriers traditionnellement syndiqués diminue. Il y a une externalisation qui fait que le nombre de salariés dans les petites entreprises augmente. Or, dans ces entreprises, les salariés sont traditionnellement peu syndiqués. Enfin, les modalités d'action collective des syndicats paraissent peu adaptées. Selon Olson, il faudrait des incitations sélectives qui poussent les salariés à se syndiquer car ils en auraient des avantages individuels. Cependant, plus qu'une remise en cause, il faut parler d'une transformation des rôles du syndicat. En effet, le syndicat a encore une place importante. D'abord dans l'entreprise, où il va permettre l'expression des revendications des salariés. Il va aussi encadrer les grèves et les finir. Mais aussi dans la branche, puisqu'il va être à la base des conventions collectives, c'est-à-dire des règles spécifiques à chaque branche économique, mais aussi au niveau national. En effet, il va participer à l'élaboration du Code du travail, mais aussi, il va être un acteur essentiel de la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale. Depuis les débuts des années 80, on assiste à une diversité des formes d'action collective. D'après Alain Touraine, dans les sociétés post-industrielles, les conflits sociaux ne sont plus concentrés dans l'entreprise, mais ils vont se diffuser dans la société tout entière. On va alors parler de nouveaux mouvements sociaux. Il y a de nouveaux acteurs, les femmes, les minorités ethniques, les jeunes, et le développement de ce que l'on appelle une coordination. Une coordination est aussi la toute-délégation de pouvoir. Elle va défendre les intérêts des membres d'une profession ou d'une catégorie, sans chercher à élargir le conflit à des revendications plus globales. Il y a alors de nouveaux objets. Les conflits vont porter sur les valeurs, sur la culture, ou bien sur la sociabilité et la solidarité. Le répertoire va aussi changer, c'est ce que démontre Charles Tilly. On parle alors de répertoire transnational solidariste, caractéristique d'une société post-industrielle. Ça se passe depuis les années 80. Maintenant, la dimension n'est plus nationale mais internationale. Et il y a un refus de délégation politique et un recours à la démocratie directe. Les moyens sont aussi particuliers. C'est un militantisme d'expertise, avec des actions individuelles, le sit-in, le boycott. Et le niveau de violence est très faible. Comment expliquer l'apparition de ces nouveaux mouvements sociaux? Ces nouveaux mouvements sociaux s'expliquent notamment par la croissance économique. En effet, comme la population est plus riche, il y a un changement de revendication. Les revendications deviennent post-matérialistes, d'après Engelhardt. Il y a aussi l'augmentation de la scolarisation. Les individus se semblent capables de réfléchir de manière autonome et n'ont donc plus besoin d'avoir la représentation par d'autres associations.